Bonjour à toutes et à tous, c'est un énorme plaisir pour toute l'équipe de production et de réalisation de l'entretien du dimanche de vous retrouver ce dimanche pour un autre numéro de votre émission. Vous êtes sur Eden Télévision et Diaspora FM. Encore une fois, bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Lorsqu'on dit Nadine Okumasu, le nom vous dit certainement quelque chose. Eh bien, c'est notre invitée de ce dimanche. Avec elle, justement, nous allons parler de son séjour carcéral, de sa lutte politique et aussi de l'actualité politique nationale. Les 52 prochaines minutes sur nos différents médias eh bien, lui sont accordées. Nadine Okumasu, bonjour. Bonjour, monsieur Danklam. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. D'accord. Alors, Nadine Okumasu, tout de suite, je vous pose la première question. Ça vous fait quoi de recouvrer la liberté après 1 an, 4 mois de prison? Merci, monsieur le journaliste. Je vous dirai tout simplement qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour moi. Rien de plus merveilleux pour moi que de recouvrer la liberté. Rien de plus merveilleux pour moi que de me savoir libre de tout mouvement, libre d'action, et surtout que je ne suis plus soumise à cette routine-là de la vie carcérale, cette routine-là qui vous oblige à vivre tous les jours comme si c'était le même jour, à répéter les efforts d'hier, les efforts de tous les jours, comme si on était des animaux. La prison nous a pris m'a pris moi, mon humanité, où je dois vivre de manière répétée, comme si j'étais automatique, comme si j'étais un animal. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus de cœur, c'est ça? Quand vous dites que ça vous a pris votre humanité? Non, quand je dis que la prison m'a pris mon humanité, pas que je parle directement de moi. Je parle des conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés en prison là-bas, en tant que détenus politiques. Ils nous ont fait voir des atrocités. Et pourquoi vous parlez de détenus politiques? Il paraît qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Si, bien sûr qu'il y en a. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la prison? Je ne vois pas. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu... J'étais là juste ce jour-là, en juillet, il me semble le 27, si je m'en rappelle bien. Quand ils m'ont appelé, Nadine, vous êtes appelée à la criette, je me suis présentée. Et une fois là-bas, la dame me remet un papier et me dit, vous êtes libre de mouvement, mais placé sous contrôle judiciaire. C'est comme ça a été, sans juge, sans présidium, aucun, rien de tout. Mais c'était peut-être le temps de l'instruction, des enquêtes finalement, pour vous mettre sous contrôle judiciaire. On n'avait pas besoin de procès, forcément. Parce qu'on ne pouvait rien avoir, parce que je ne me reproche rien, parce que je n'ai rien fait. Ceux-là ont voulu m'isoler, me priver de ma liberté, juste parce que j'ai osé dire 5 ans, c'est 5 ans. Comme si, normalement, je devais dire 5 ans, c'est 6 ans. Ils m'ont éloigné, ils nous ont empêchés de participer au processus de démocratisation de notre pays. Et pour ça, il faut les envoyer, il faut les envoyer en prison, parce que s'ils sont plus libres de mouvement, ils ne pourront plus faire ça à quoi que ce soit. Apparemment, vous avez mal vécu la prison, Nadine Okumasu. Je l'ai très mal vécu, très mal, mais je pense qu'il n'est pas encore temps pour moi. Il n'est pas opportun de commencer par faire des révélations. Et je l'inscrirai dans un document. Dans les jours à venir, le monde prendra connaissance des conditions délétères que nous avons vécues en prison en tant que détenus politiques. Est-ce que vous voulez dire que vous prévoyez écrire un livre, c'est ça? Monsieur Danklam, vous poussez loin là. Ben oui, répondez. Est-ce que vous avez... L'inscrit quand même dans un document. Le document, c'est un livre? Est-ce que c'est un mémoire? Est-ce que c'est un journal privé? Avec le temps, vous le saurez. D'accord. Alors, mais est-ce qu'avec le recul, Nadine Okumasu, vous ne regrettez pas la lutte que vous menez? Parce que quel est le fondement de votre lutte? Pourquoi ce sacrifice? Quelle est la cause que vous défendez? Bon, monsieur le journaliste, pour ce que j'ai fait, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Cette lutte engagée pour la justice sociale, cette lutte engagée pour la démocratie participative est engagée dans l'intérêt de tout un chacun de nous, pris individuellement en tant que Béninois. J'ai engagé cette lutte parce que j'aspire à un Bénin beaucoup plus juste et égalitaire.
J'aspire à un Bénin qui rassure de l'état de droit, de la démocratie. Un Bénin qui, par ses dirigeants, permet à tous les citoyens de se retrouver, à tous les Béninois de se retrouver comme citoyens libres de mouvement, libres d'action dans leur pays. J'ai engagé cette lutte-là pour que le sens combien élevé de la démocratie qui engage pour chaque Béninois pris individuellement soit pris en compte. Que pour dire non à l'exclusion politique, qu'on permette à tous les Béninois de participer au processus de la démocratisation de leur pays, qu'on donne la latitude à tous les courants politiques de participer activement au processus de démocratisation de leur pays. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seul dans cette lutte, Nadine Okomassou? Parce que quand on vous entend, vous prenez à bras le corps la lutte, mais est-ce que vous n'êtes pas seul finalement? Je ne suis pas seule, parce que le peuple béninois souffre aujourd'hui. Nous souffrons tous. Quand on constate que aujourd'hui, Patrice Talon et son gouvernement pour renvoyer, je veux parler du déguerpissement, pour renvoyer des abords de voies, ne prévoit aucune politique de reconversion. C'est-à-dire qu'on décide de les renvoyer de leur lieu habituel où elles exercent leur activité commerciale. Mais avant cela, il faut prévoir de l'espace quand on les dégage de quelque part. Mais c'était illégal. Le déguerpissement amenait à enlever des gens qui étaient illégalement installés aux abords des trottoirs. Illégalement installés, dites-vous. Oui. Il n'y a pas d'emploi au pays, pas que je partage que les gens s'installent comme ça aux abords des rues. Mais quand nous gouvernons, c'est pour impacter positivement et participer à l'épanouissement du citoyen. Et je pense que ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. Et pas obligation, parce que nécessairement, il faut entreprendre quelque chose pour s'autosuffire. Elles entreprennent pour... et voyez-vous, ces gens-là, au lieu de les encourager, au lieu de leur apporter un soutien financier, on décide de les renvoyer comme ça. Je pense que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas que le fait de s'installer aux abords des rues est légal et que je défends, mais je pense qu'il faut penser humain. Il faut penser à la personne. Bon, qu'est-ce qui les amène à faire de cette manière-là? Est-ce que ce n'est pas votre cœur de femme qui parle non, ça? Mon cœur en tant que personne, en tant qu'être humain. Parce que nous devons être sensibles à la douleur des autres. Et si on a pensé la loi, si on a pensé le droit, c'est pour, bien évidemment, que les plus forts n'aient pas à abuser de leur pouvoir pour nuire à leurs prochains. Alors là, quand ces gens-là se retrouvent de manière illégale aux abords des rues, c'est pourquoi justement je parle d'une politique de reconversion. Il faut penser à créer quelque chose pour aider ceux-là. Celles-là avant de les renvoyer des abords des rues. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'aspect de nos villes, l'aménagement, l'urbanisation, est-ce que quelque part on n'avait pas raison de dégager les abords pour pouvoir faciliter la circulation dans la ville et pour pouvoir avoir une très belle ville? Je ne dirais pas que tout ce qui est fait est mauvais. Et quand je le vois comme ça, les rues asphaltées, j'en suis fière. J'en suis fière. Ce n'est pas un problème. La réforme, est engagée pour déguerpir les gens des abords des voies. Ce n'est pas mauvais en quelque sorte. Mais en réalité, ce que je souhaite que les dirigeants aient comme un engagement vis-à-vis de leurs citoyens, c'est de leur assurer leur bien-être. Quand on veut penser, quand on veut réformer, quand on veut voter une loi, il faut penser à est-ce que cette loi-là impacte directement. Alors voyez-vous, si on construit les voies comme ça, on asphalte tout, un peu partout, c'est beau. Mais quand, dans le même temps, on a une très belle ville et que les gens rendent l'âme parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'arrivent pas à manger, parce qu'on a renvoyé leurs parents
des sociétés étatiques sans pour autant les orienter autrement. Alors là, on n'aurait rien fait. On aurait complètement échoué à sa mission parce que ce que nous voulons quand nous gouvernons, c'est d'impacter positivement le citoyen. Mais vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Nadine Okumassou, l'État ne peut pas donner à manger à tout le monde, l'État ne peut pas employer tout le monde, l'État travaille globalement. Est-ce que vous le savez au moins? Je le sais. Et je sais que l'État ne peut à grand jamais satisfaire tout le monde, pris individuellement de cette manière-là. C'est pourquoi, justement, nous avons décrié et dénoncé le fait qu'on contraigne à l'exil les opérateurs économiques. Vous voyez, un opérateur économique de la trempe de Adjavon, qu'on renvoie du pays, qui se retrouve maintenant très loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses affaires. Mais celui-là qui a créé beaucoup d'emplois. Un opérateur à sa taille, on ne devait pas chercher des trucs pour le contraindre, pour le renvoyer de son pays, parce qu'il aide, il impacte socialement, parce qu'il offre de l'emploi à la jeunesse. Et c'est sa manière, et c'est la manière à tout opérateur économique de contribuer au développement de son pays. Alors là, vous voyez, si on les renvoie comme ça et on les contraint à l'exil ou que carrément on les envoie en prison, ceux-là sont désormais, avec la mesure, restreints de leur même dans leur volonté d'aider le peuple, même dans leur volonté d'accompagner le gouvernement. Alors, c'est qu'on aurait voulu que seul l'État n'agisse pas pour l'épanouissement des citoyens, mais que les citoyens eux-mêmes accompagnent l'État dans le processus de développement, mais dans le même temps, comme à contrariété, on renvoie ceux qui sont aptes à jouer ce rôle-là. D'accord, mais une question, Nadine Okumassou. Est-ce que dans la lutte que vous menez, il vous arrive quelquefois de penser à vous-même? Monsieur le journaliste, je vous dirais que je pense d'abord à moi. Et c'est particulièrement parce que je pense à moi que j'engage cette lutte-là. Parce que je pense à ma progéniture. Parce que je pense que j'aurai des enfants bientôt. Et pour qu'ils aient une insertion facile dans la société, il faut que j'engage, que j'engage cette lutte-là pour leur assurer un avenir meilleur. Parce que voyez-vous, s'il n'y a pas une justice sociale qui est établie dans la République, mes enfants en souffrent. C'est pour vous dire que c'est parce que j'ai pensé à moi, que j'ai pensé à ma progéniture. C'est pourquoi j'ai pensé à la génération future. Et je me dis, il urge d'amener à travers les luttes d'aujourd'hui, les dirigeants de notre pays à penser humain, à penser social. Parce qu'on ne peut pas dire penser et impacter directement le développement sans penser social. Parce que le social impacte directement le citoyen. Quand on engage, par exemple, des réformes pour ce qui concerne nos maires, dont j'ai parlé, on a renvoyé des abords des rues. Quand on engage une réforme qui les impacte socialement, c'est toute la nation qui en sortirait gagnante. Parce que nos mères, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, avec tout ce qu'elles vivent, elles ont double responsabilité. Elles jouent parfois le rôle de mère et de père à la fois. Alors, travailler à leur épanouissement, c'est travailler à l'épanouissement de toute une famille à la fois. Et c'est le béni qui en sort gagnant. Et lorsqu'on n'impacte pas des réformes, le social qui impacte à son tour la jeunesse, vous voyez, la jeunesse étant le pilier de tout un pays. Parce que les aînés, ils partiront, mais c'est la jeunesse qui assurera la relève. Et je dirais la même chose pour nos pères, c'est pareil pour eux. Quand une réforme les impacte, c'est que ça impacte directement le pays. On le voit clairement, vous ne partagez pas la gouvernance actuelle, mais je ne sais pas, les téléspectateurs ou les auditeurs le savent certainement, vous êtes jumelles. Votre sœur Nadia, elle partage la gouvernance. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cet antagonisme entre vous, votre sœur et vous? Vous ne partagez pas du tout les mêmes opinions. Comment vous vivez ça? Et je dirais que Nadia et moi, nous n'avons aucun problème. La résolution est très facile entre nous deux, étant jumelles d'ailleurs. Mais pas seulement ça. Elle pense qu'elle n'a pas la même conception de la chose publique que moi. Elle ne partage pas les mêmes visions que moi. Elle pense que jamais on ne devait s'opposer à un régime. Elle pense que jamais on ne devait s'opposer à un gouvernement, qu'il faut au contraire l'encourager.
à travers les soutiens, les propositions, et amener ceux-là à montrer patte blanche dès lors qu'ils sont en erreur. Il faut les accompagner, les soutenir parce que ça engage pour... Est-ce que c'est un partage de rôle? Vous êtes partagé des rôles? C'est-à-dire que Nadia, tu soutiens, moi Nadine, je m'oppose? Non, 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 non. Pas que, non, ce que nous engageons comme opinion à nos niveaux divers, et je dirais c'est le choix, la croyance de chacune de nous. Elle croit, comme je vous l'ai dit, qu'il ne faut jamais s'opposer à un gouvernement, et quoi qu'il fasse, il faut le soutenir et l'amener à montrer patte blanche quand celui-ci est en erreur. Et moi, je pense par contre que il faut s'opposer quand on ne partage pas la vision. Il faut s'opposer quand on ne partage pas les convictions du régime en place. Et parce que le président Patrice Talon ne pense pas humain, parce qu'il ne pense pas social, parce qu'il se fout que le Béninois soit épanoui. Tout ce que le président Patrice Talon a engagé aujourd'hui comme réforme, c'est pour assouvir ses désirs. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Il y a quand même des gens qui sont impactés. Nous avons des témoignages de personnes qui disent totalement le contraire. Ceux qui lui sont proches et qui s'érigent en soutien sont impactés. Sont impactés et tout ce qu'il a engagé comme réforme, c'est pour assouvir, comme je l'ai dit, ses désirs et sa volonté. Sinon comment on peut prétendre vouloir impacter le développement, faire des efforts de réforme à ce sujet et qu'on ne pense pas à faire du bien, à impacter socialement le citoyen. D'accord, nous parlerons de quelques-unes des réformes tout à l'heure, Nadine Okumassou, mais permettez-moi de vous demander ce que votre entourage pense de vos luttes antagonistes avec votre sœur. Qu'est-ce que la famille pense? Qu'est-ce que les amis pensent? Est-ce que ça a une influence sur vous? Avant de répondre à cette question, je remonterai à l'ancienne question pour dire que le président Patrice Talon, il a reformé pour donner de l'argent, pour financer les partis qui lui sont d'un soutien. Sinon, si vous vous rappelez, pardon, je disais tout à l'heure qu'on allait revenir aux réformes. Ne vous en faites pas, on reviendra sur ça. Rassurez-vous, ce sont des questions que nous allons aborder. Je vais finir rapidement avec ce que pense mon entourage, et puis après on parle la de réformes. famille de la lutte que j'engage. Absolument. Je dirais que papa ne vit plus malheureusement, paix à son âme. Maman, par contre, elle est là. Et elle essaie de me raisonner. Nadine, tu sais, vous n'avez personne et n'ose pas te confronter à ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir et ont le pouvoir et l'argent, ils ont tout plus que toi tu n'es rien. Et je dis, maman, tu sais que la lutte que j'engage est juste. Et je sais peut-être que je ne bénéficierai pas de ton soutien, de soutien de ta part. Mais tout ce que je te demanderai, c'est de prier pour moi. Accompagne-moi dans tes prières et rien ne m'arrivera. D'ailleurs, rien ne m'arrivera. Oui, mais quand vous avez des difficultés, vous faites souffrir votre entourage. Même votre sœur Nadia a mal vécu votre incarcération. Elle a porté la plus grande charge. Elle a enduré énormément. Maman également, je sais. Est-ce que vous pensez un peu à elle quelquefois? Si, je pense à elle. Et c'est parce que je pense à elle, et elles ne le savent pas, peut-être, ils ne le savent pas. Mais si c'est bon pour la nation, si c'est bon si un jour on dit que Nadine a engagé une lutte et a eu des satisfactions par rapport à cette lutte-là, et que le Bénin en sort gagnant, on dira que l'enfant de Abissi Georgette a osé affronter un gouvernement et a eu raison de ce gouvernement-là. Et ça sera à eux leur fierté là, en ce moment. Peut-être ne me comprennent-ils pas aujourd'hui, mais ça ne me fait pas changer d'avis. Je continue dans la lutte. Parlons justement des réformes maintenant. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans les réformes entreprises par le pouvoir en place? Je parlerai de la réforme du système partisan. Le système partisan, parlons-en. Et je dirais que la volonté derrière cette réforme-là, c'est juste renforcer la capacité des partis politiques de la mouvance
à pouvoir écraser et éliminer complètement les partis de l'opposition. C'est écrit dans la réforme? Non, non, non. Ah, bon, on peut en arriver là par analyse. Lorsque ils ont dégagé les financements pour les partis politiques en 2020, il faut remarquer qu'il n'y avait en cours que 3 partis, l'UPBR et la FCBE. Mais ces 3 partis, nous savons aujourd'hui que ce sont des partis de la mouvance. Mais FCBE n'est pas un parti de la mouvance. Non. FCBE, c'est le chef de file de l'opposition. C'est une face. Il fallait créer une opposition fantaisiste pour informer, pour alerter l'opinion internationale de ce que aujourd'hui la démocratie elle est bien faite aujourd'hui. Donc vous voulez dire que FCBE c'est une opposition fantaisiste? Non, c'est une opposition, c'est-à-dire qu'on les a mis là, on les finance, on leur donne de l'argent, des miettes pour dire manifester, animer la vie politique, accompagner-nous. Ils ne font rien, ils ne représentent pas en réalité une opposition. Ça c'est votre avis? Non, pas tout Béninois sait aujourd'hui que la FCBE ne défend pas une cause pour la population. On ne les verra jamais dire waouh, il y a une augmentation de prix, on a renvoyé les gens ici, on n'a pas fait ci, talons, pourquoi tu traites le peuple ici. On ne les verra jamais dire de ces trucs-là. Mais pour des questions qui engagent pour la politique, tu les verras là. C'est juste pour accompagner Talon, pour donner raison à ce que nous tenons encore une démocratie au Bénin. Alors est-ce que ça suffit pour conclure que la réforme du système partisan est un échec? C'est un échec d'ailleurs parce que si on a réformé, à exclure l'opposition de la danse, de la course pour le processus démocratique de notre pays, c'est la liberté de participation d'une grande masse de la population qui est restreinte. Parce que vous voyez, par exemple, à supposer que les élections étaient libres, que Joël compétissait et Rekiata et tous ces gens-là de l'opposition étaient représentés, le Béninois aura son... Il y en a qui portent Joël Aïvo, il y en a qui portent Rekiat Madougou. Mais dès lors qu'on exclut ces gens-là, c'est la liberté de participation de tout ce monde-là qui croit en eux qu'on a restreint. Alors là, on n'aurait rien fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça? Tout le monde ne participe pas à une élection présidentielle. Tout le monde ne peut pas participer. Voilà. Mais dès lors que vous remplissez les critères de participation à une élection, on doit les laisser participer. Qui définit les critères de participation? Mais aujourd'hui, c'est plus la loi, c'est plus les tests. On invente les tests, on invente tout ce qu'on veut pour faire participer rien que les partis de la mouvance aux élections. D'accord. De toutes les façons, vous avez annoncé bientôt votre rentrée politique. Vous avez annoncé que vous choisirez un parti politique. On sait déjà que ce n'est pas FCBE, c'est très clair, donc on reviendra sur cette question. Mais parlons justement des réformes. Donc, quelle autre réforme vous n'appréciez pas, Nadine Okomasso? Je ne parlerai pas aujourd'hui de réforme sans parler du changement apporté au code sur le code du travail, les modifications apportées sur le code du travail. C'est d'ailleurs une question d'actualité. Le président de la République, en visite en France, a expliqué pourquoi est-ce que on ne peut pas continuer à faire des grèves comme on le faisait auparavant. Quelle est votre lecture de cette position gouvernementale? Vous voyez, avant d'en arriver là, je dirais que je parlais justement tout à l'heure du code du travail. Oui. Et il a été modifié. Il faut dire que nous, Béninois, aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai remarqué que je ne lis pas assez pour comprendre qu'aujourd'hui, on peut renouveler les contrats à durée déterminée, ceci indéfiniment. Il a fallu écouter la radio, la vidéo, pardon, du président Patrice Talon lors de son passage en France pour me rendre compte qu'aujourd'hui, on peut renouveler les contrats à durée déterminée. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas, je l'avoue. Ah, d'accord. Et ceci indéfiniment. C'est-à-dire que le travailleur est exposé à tout, surtout la femme est exposée. Quel rapport avec la femme? J'en viens. Oui. Dès lors que vous vous faites engager, employé par un assoiffé de cesse, qui, parce que flatté par votre beauté, l'apparence et tout, vous embauche. Et fait un contrat à durée déterminée, un contrat de 1 an.
il essaie de venir pour donner satisfaction à cette volonté-là de juste vous découvrir en tant que femme. Et s'il essaie pendant un an et que ça ne marche pas, il peut décider de renouveler le contrat, toujours à durée déterminée, pour ceci pendant un an encore, ça fait 2 ans. Et si toujours il ne l'a pas, il peut continuer jusqu'à 5 ans. Et dès lors qu'il a ce qu'il veut de la femme, il peut décider librement de rompre le contrat. Oui, mais Nadine, est-ce que ce n'est pas une lecture étriquée de la loi? Parce que ça, tout le monde est exposé, ce n'est pas que la femme. Même les hommes peuvent avoir indéfiniment le contrat à durée déterminée. Donc faire cette lecture-là... Mais ce qui me frappe justement en tant que femme, parce que nous sommes victimes aujourd'hui d'harcèlement. Mais si vous travaillez bien, si la femme travaille très bien, si ce n'est pas que son corps qui intéresse le patron... C'est que vous n'avez pas cerné le sens de ce que je dis. Allez-y. Même quand tu travailles, même quand tu fais bien et qu'un homme te désire en tant que... Bon, homme qui désire une femme, pas pour la marier, et pour avoir du sexe, je le dis de cette manière-là, même si c'est vulgaire, pour avoir du sexe avec cette femme-là, les hommes, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout et ils peuvent patienter tout le temps qu'il faut pour qu'ils aient ce qu'ils veulent. Et là, on ne protège pas le citoyen. On ne protège pas le citoyen des abus éventuels qu'il peut y avoir. Et vous parlez d'hommes, justement. Ouais. Si, par exemple, on emploie un homme à durée déterminée pendant ceci, disons, 2 mois, un exemple, je le prends, et 2 ans, un exemple, je prends, et qu'il savait que le patron tombe amoureux, tombe amoureux ou a des envies juste de coucher avec la femme de l'employé. Et peut-être que la femme est venue au boulot, sur le lieu de travail, il l'a remarqué, et il commence par faire des avances. Ouais. Et que cette femme-là dit non, il lui dira aussitôt, bon, je peux faire ci, je peux rompre le contrat de ton mari parce qu'il est à durée déterminée ici. Et là, l'homme aussi est exposé aux abus éventuels de son employeur. Alors là, c'est un échec carrément. Un échec, le président Patrice Talon, il ne pense qu'à lui. Oui, mais est-ce que vous savez que... Excusez-moi, monsieur. Oui, allez-y. Oui. Il ne pense pas, mais il ne pense qu'à lui. En tant que chef d'entreprise, pas en tant que chef de l'État. Parce qu'il a engagé ces réformes-là pour penser à lui-même en tant que chef d'entreprise. Parce qu'il se dit, ah bon, si je recrute un jeune compétent qui a de la compétence dans mon entreprise et je l'exploite pour avoir ce que je veux de lui. Le président a clairement expliqué aux entrepreneurs français le président Patrice pourquoi Talon, cette loi... président de la République, il est un opérateur économique. Il a des sociétés à son actif. Et si il remarque, par exemple, des jeunes qui ont de la compétence, qui ont de l'intelligence, il veut les exploiter. Parce que la loi ne protège plus l'employé aujourd'hui. Et il les emploie. Il les emploie pendant peut-être 10 ans, le temps pour lui de récupérer à lui l'intelligence, de faire travailler l'intelligence. Peut-être il emploie le jeune compétent là, il envoie un cousin qui l'assiste et que pendant ces 5 ans-là, il se dit 5 ans est suffisant pour que mon oncle ait les mêmes aptitudes, les mêmes compétences que le type là. Alors il faut l'employer, même mon oncle à côté, mon oncle, mon cousin, c'est des exemples que je donne, à côté, qui profite des compétences de celui-ci et après les 5 ans, il renouvelle encore peut-être 2 ans, 1 an. Et il le licencie. Mais vous faites des particularités, mais vous savez que la loi, elle est générale et impersonnelle. Donc, monsieur le journaliste, je voulais l'esprit de cette réforme a été clairement expliqué par le président aux entrepreneurs français. Le rapport entre l'employé et l'employeur ne devrait pas être forcément régi par une loi. Il l'a dit clairement. Et donc, Madame Okumasu, on comprend que vous n'êtes pas d'accord du tout sur cette façon de voir. Ce qu'il a dit même, c'est un piège pour lui-même. Quand il dit que le rapport entre l'employeur et l'employé ne devait pas être régi par la loi. Je lui rappelle qu'ici, nous avons dit que la loi n'a pas vocation à opprimer, la loi n'a pas vocation à détruire les hommes. Et que si, bien évidemment, on a pensé à la loi, c'est pour protéger les citoyens. C'est pour qu'un jour, le plus fort n'arrive pas à abuser de son pouvoir pour nuire au plus faible.
Et là, vous voyez, lui dit, parce que ça l'arrange maintenant en tant que chef d'entreprise, qu'on n'a pas forcément besoin de loi pour régir la relation entre l'employeur et l'employé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la réforme du système partisan? À l'époque, nous avons dit qu'on n'a pas besoin de loi pour bien faire. Il fallait laisser tout le monde participer à ces élections-là. Mais lui, là, ils ont dit que pour éviter les candidatures fantaisistes et tout, ils ont inventé les lois. Non, si aujourd'hui, lui trouve qu'on n'a pas besoin de voter la loi, on n'a pas besoin de légaliser le rapport entre employé et employé. Je vais lui rappeler qu'on n'avait pas besoin aussi également de reformer le système partisan pour aller à une élection. On n'en avait pas besoin. D'accord. Alors toujours dans l'actualité par rapport à la visite du président en France, puisque c'est l'actualité, on en parle également avec vous, le président Patrice Talon a fait une autre déclaration, qu'il dit clairement qu'il a un attachement particulier, un peu émotionnel pour la France, qu'il ne parle que français, qu'il ne parle aucune autre langue, et c'est donc son insuffisance, et il se sent très bien en France, d'ailleurs même que son patronyme ressemblerait au patronyme français. Vous avez insisté pour réagir sur cette déclaration du président. J'ai voulu en parler parce que c'est du ridicule. C'est du ridicule et ça n'honore pas notre pays. En quoi? Qu'un chef de l'État, celui qui porte le drapeau de notre pays, celui qui représente le Bénin partout, un peu partout dans le monde, en arrive à renier son identité. Comment ça? Oui. De quelle façon a-t-il renié son identité? Je ne parle aucune autre langue que la langue française. Cependant qu'on devait, pour notre identité, valoriser nos langues ici à l'interne. Oui, mais est-ce que vous n'oubliez pas un peu le contexte? Parce que quand il parle de langue, c'est sous-entendu langue étrangère. C'est évident que c'est de cela qu'il s'agit. Et lorsqu'il est en France et qu'il est face à des entrepreneurs qu'il veut convaincre à venir investir au Bénin, vous pouvez quand même tolérer ce genre de propos. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter, on doit le combattre même. Parce que le chef de l'État, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à... Je sais qu'il a eu des envies de flatter, il a eu des envies d'amener les investisseurs à venir investir dans ce pays. Et je le partage. C'est la manière avec laquelle il a procédé qui n'est pas juste. Pas juste pour le Béninois en tant que pays qui a aussi son mot à dire dans le monde, qui a aussi une identité à défendre dans le monde pour s'imposer. Alors là, quand le chef de l'État, Patrice Talon, il dit « je ne parle plus, je ne parle pas autre langue, autre que le français », c'est qu'il s'est laissé à l'émotion. Il s'est laissé, c'est un être humain, être humain fait de raison et d'émotion. Il est chef de l'État et il incarne tout ce que nous pouvons appeler aujourd'hui identité. C'est à travers lui qu'on devait identifier le Bénin par rapport aux autres présidents présents à celui-là. Et quand lui, il dit je ne parle carrément pas autre langue que la langue française, c'est comme si le Bénin ne devait même pas exister, le Bénin ne comptait pas pour lui. C'est votre interprétation. Il préfère être français. Vous savez, quand on fait la cour à une femme, on lui dit beaucoup de choses, on lui promet beaucoup de choses. L'essentiel, c'est le résultat. Est-ce que l'essentiel ici n'est pas que les entrepreneurs français puissent venir investir au Bénin? L'essentiel n'est toujours pas le résultat. Non. Parce que quel résultat attend-on quand on arrive à l'investissement au Bénin? Que les entrepreneurs viennent au pays, qu'ils investissent au Bénin, qu'ils développent leurs activités ici et que le Bénin soit l'oasis tant attendu par le pouvoir en place. Tout ce qu'il fait en ce sens devait être louable, mais je ne le louerai jamais. Parce que les gens aptes, les citoyens béninois aptes à investir dans ce pays ont été renvoyés, contraints à l'exil, d'autres emprisonnés. Et on veut maintenant envoyer, on veut que les Français viennent investir dans le pays. Je n'ai rien contre le fait que les Français arrivent au Bénin et investissent. Cela aurait participé à l'emploi des jeunes. Ça favoriserait beaucoup de choses pour le développement de ce pays. Mais on se demande si le président Patrice Talon ne se contredit pas lui-même. Parce qu'à vouloir inviter dans ce pays des étrangers pour investir, c'est rien d'anormal. Mais si dans le même temps,
les citoyens béninois ont l'aptitude, la capacité de faire la même chose, je veux dire, d'impacter positivement le développement de notre pays à travers l'installation des entreprises un peu partout, ce qu'ils souhaitent pour les Français. Pourquoi les contraindre eux autres à l'exil? Pourquoi les emprisonner? Pourquoi? D'accord. Alors, nous allons continuer notre entretien, Nadine Okumassou. On voit clairement que vous êtes redevenue très active depuis votre sortie de prison, il y a seulement quelques semaines, mais on vous voit active, comme je le disais tantôt. Est-ce que vous n'avez pas peur de repartir en prison? Repartir en prison? Je dirais non. Vous n'avez pas peur? Pas que je souhaiterais repartir là-bas. Mais je sais que ceux qui sont en face de nous sont capables de tout. Mais que cette fois-ci, les circonstances ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire? Les enjeux également ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus à des violences qu'on pouvait remarquer dans le pays où on parle de terrorisme parce qu'on dit vous avez voulu détruire les institutions de la République pour des fins politiques et ces cas-là ne se présentent plus, il n'y a plus de violence dans le pays. Alors là, quand on décidera de nous prendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura appris comme délit ou crime? Mais si vous êtes en conflit avec la loi, vous serez arrêté. Je mesure très bien mes mots. Je mesure très bien mes mots quand je parle de défense, quand je défends mes valeurs, je mesure mes mots pour ne pas enfreindre à la loi. Je sais tout ce que je dis et avec conscience. Et je pense que si aujourd'hui, malgré tout, parce qu'ils sont capables de tout, ils décident de m'arrêter, alors là, honte à eux. Honte à eux parce qu'ils n'ont pas su assumer la lutte d'une jeune dame comme moi, qui ne pense que pour le bien de son pays, qui ne pense que pour une justice sociale, qui ne défend que les valeurs qui nous engagent positivement, qui nous engagent pour une justice équitable et sociale. Vous avez même annoncé une entrée en politique, votre adhésion à un parti politique. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important pour vous d'adhérer à un parti politique? Et j'ai jugé bon. Jugé bon d'appartenir à un groupe bien organisé, un parti politique, pour mêler désormais tous mes efforts et pour mener des activités, et partager les visions de ce parti-là. C'est d'ailleurs parce que j'aurais partagé ces visions que j'aurais adhéré à ce parti politique-là. Je pense qu'il est temps pour moi de quitter l'activisme politique pour l'actrice politique que j'ai toujours été. D'accord. Un cérémonial sur cette émission. Vous avez juste à côté de vous un bocal dans lequel il y a quelques petits papiers pliés là-dedans. Ce sont des numéros de questions. Vous allez choisir un numéro et vous me direz lequel et je vous poserai la question qui est la question du public. C'est-à-dire que le public aurait souhaité que vous répondiez à une question, Nadine. Et donc, faites-nous le plaisir de choisir juste un bout de papier, de nous dire c'est quoi le chiffre que vous avez choisi. Et on vous pose votre question du public. Le 8. Alors, Nadine Okumassou, vous avez annoncé votre entrée en politique, certes. On a compris que les Fosqueries pour un Bénin émergent ne vous intéressent pas. Les téléspectateurs auditeurs vous voient au niveau des démocrates. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas que les démocrates qui sont un parti de l'opposition. Il y a qui d'autre? Si vous rejetez les Fosqueries pour un Bénin émergent, vous voulez aller dans RE ou dans RLC? Vous voulez aller où exactement? Ou bien vous voulez créer votre propre parti politique? Je vous dirai tout de suite que pour ça, mon choix n'est pas encore opéré. Pourquoi? Vous avez suffisamment regardé? Vous avez vu? Non, pas encore suffisamment pour que je prenne une décision. Je mûris encore les réflexions. Il y a des partis qui vous font la cour? Je ne préfère pas en parler. Mais pourquoi? Vous êtes sur l'émission, vous avez accepté le plateau. Est-ce qu'il y a des partis qui viennent vers vous pour souhaiter que vous puissiez en être membre? Bon, je dirais que j'ai de très bons rapports avec beaucoup de leaders des démocrates. Je dirais également que beaucoup de ceux qui sont de la FCBE m'ont approché. On connaît la réponse par rapport à la FCBE. Bon, je ne sais pas.
Donc en fait, les démocrates, vous êtes démocrate en fait. Non, je Vous n'êtes pas démocrate? Vous êtes démocrate? Ah bon, je suis démocrate déjà parce que je suis citoyen béninois. Tous les Béninois sont démocrates. Pas le parti légalement constitué. Parce que la défense de l'intégrité et de des valeurs de cette République nous engage tous en tant que citoyens. Et je dirais que je suis démocrate. Je suis démocrate parce que je suis citoyenne béninoise. On aura compris, on vous attendra à l'arrivée. De toutes les façons, c'est dans quelques jours, vous allez nous dire officiellement quel est votre parti politique, c'est ça? Ah oui. Mais est-ce que vous croyez à l'alternance à la tête de l'État, Nadine Okoummassou? J'y crois. Ce qui caractérise et qui fonde inéluctablement la démocratie, c'est l'alternance. La possibilité un jour que les partis politiques, je veux dire, qui ne partagent pas le régime en place, comme le cas de Patrice Talon et des partis, la FCBE, ou les démocrates qui ne partagent pas ses convictions. C'est l'alternance en démocratie, c'est la possibilité de donner la chance à ceux-là, de leur donner la chance d'exercer la gouvernance au sommet de notre État pour mettre en pratique leurs croyances. Et si le peuple juge utile aujourd'hui et que les élections sont libres, transparentes, et que tous ces partis-là ont la possibilité de participer aux élections, je pense que, parce que beaucoup de Béninois aujourd'hui ne partagent pas la gouvernance du président Patrice Talon, on accorderait tout de suite crédit à un autre parti, pourvu que ce ne soit pas un parti de la rupture. Oui, mais tel que l'opposition est organisée aujourd'hui, en votre âme et conscience, Nadine Okoummassou, vous pensez qu'elle peut gagner des élections dans le contexte actuel? L'opposition au Bénin aujourd'hui, c'est tous les Béninois dans leur majorité. Vous ne parlez pas au nom des Béninois. Il y a des gens qui sont pour le régime en place, il y a des gens qui soutiennent l'action du régime. Ils sont minimes, même très proches, ne partagent pas. Quels sont les sondages que vous avez effectués pour tirer cette conclusion? Je ne parlerai pas de ça ici, mais je sais que beaucoup de ceux qui sont avec le régime en place ne partagent pas forcément la gouvernance du président Patrice Talon. Ils sont là juste parce que si jamais ils osent affirmer le contraire du langage de la rupture, ils seront tout de suite soit emprisonnés ou au contraire. Alors il faut faire la queue, il faut le soutenir quoi on ne partage pas les valeurs, quoi qu'on ne partage pas les convictions. Il faut suivre parce qu'aujourd'hui, on a un autoritaire à la tête de notre pays. Oui, mais l'opposition, on ne veut pas l'affronter. L'opposition semble ne pas être très organisée, Nadine Okoummassou, parce que de plus en plus, certains appellent à l'union sacrée de l'opposition, une union qui peine à se mettre en place pendant qu'en face, les gens s'unissent. Les partis de la mouvance n'ont pas de difficulté à s'unir aujourd'hui parce que, quoi que l'on dise, peu importe les erreurs, peu importe les bavures qu'ils auraient commis lors de la constitution de leur parti et nouveau changé, les partis de fusion, il n'y aurait jamais de problème. Mais dès lors que l'opposition, les partis politiques de l'opposition engagent et entament ces démarches-là, bien tout de suite on aura encore des fautes mineures à leur reprocher. Alors je pense que le moment n'est pas encore venu pour ça. Donc il n'y aura pas d'union pour l'opposition, vous voulez dire? C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas le dire. Mais pourtant, tout le monde pense qu'aujourd'hui, si l'opposition n'est pas unie, elle n'aura pas les 10%. Ça dépend de l'unité dont on parle. Si un parti comme... Bon, un parti, je ne dirai pas de nom, pense aujourd'hui qu'il y a un autre parti bien organisé plus que lui. Je pense que les efforts doivent être menés de telle en sorte qu'on conjugue les efforts vers ce parti-là bien organisé et bien structuré pour une victoire certaine. Parce que je sais que quand on n'est pas uni, quand on est divisé, on ne peut pas affronter celui qui est en face là, qui a le pouvoir, l'argent et toutes les institutions de la République. Alors là, il faut mieux combiner les efforts, combiner les énergies. Mais je ne dirais pas que je souhaiterais voir des fusions de partis, c'est-à-dire que RE se fusionne au Parti Les Démocrates. Non, parce que tout de suite là, on aura de quoi trouver des preuves mineures,
des fautes mineures pour tout de suite les empêcher d'arriver à cette fusion-là. Parce qu'en réalité, Patrice Talon ne souhaite pas que l'opposition arrive à cette unité-là. C'est pourquoi d'ailleurs il a infiltré la FCBE pour diviser, et pour faire régner un petit, et je ne dirais pas un parti, mais je suis. Et Paul Rompret qui sait désormais, bon, celui-là, je peux le dire. Qu'est-ce que vous avez contre les fausses courriers pour un BD émergent? Non, ce sont des gens qui, s'ils sont des acteurs politiques, ils jouent le jeu de Patrice Talon. Des gens qui n'ont pas de position. Des gens qui ne peuvent pas assumer leur position. Les gens qui se laissent téléguider par l'argent. Je ne dirais pas l'argent, bon, combien on leur donne déjà, je ne sais pas. Mais vous faites des affirmations que vous ne pouvez pas prouver. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. C'est une perception. Il y a la perception, il y a la réalité. Mais je parle de la réalité, moi. Mais vous n'avez pas de preuves de ça? Non. Les gens, là, regardez aujourd'hui les Paul Rompret, qu'est-ce qu'ils osent? Regardez la ratification sur les accords de prêt. Où désormais, c'est Patrice Talon seul. Oui, mais ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée qui a décidé. Mais quelle Assemblée? L'Assemblée. L'Assemblée, en tout cas, celle qui est là aujourd'hui. Lui-même, il a constitué. Mais c'est l'Assemblée qui a décidé. Non, c'est l'Assemblée qui est là aujourd'hui, ce n'est que le prolongement de son gouvernement. Ce n'est pas des gens qui... Ils n'incarnent pas une valeur. Ils n'incarnent pas les valeurs que devraient incarner les législateurs qui osent s'affirmer. Ceux-là n'ont pas d'idéologie. Ceux-là ne parlent pas, ils ne font qu'encourager. On ne les entend même pas. Ce n'est pas une législature qui est là. D'accord. On va commencer par atterrir, Nadine Okumassou. C'est un paradoxe pour nous qui vous observons et qui observons l'actualité politique nationale. En même temps que vous annoncez votre entrée en politique, vous faites des œuvres sociales. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange de genres? Pourquoi est-ce que vous vous investissez également dans le social? Je dirais qu'il n'y a pas de mélange. Parce qu'en tant qu'humains, nous devons être sensibles et partager les peines et les douleurs de nos prochains. Pendant que je vois mon prochain en souffrance, en difficulté, je dois pouvoir être sensible à cela et ne pas me limiter à la sensibilité, mais agir pour l'aider. Et je le dis toujours, c'est pas parce qu'on pense politique, c'est pas parce qu'on est politique qu'on ne devait pas être sensible aux peines et aux difficultés des autres. Parce que nous sommes humains. Parce qu'au-delà de la politique, au-delà du social, nous sommes d'abord humains et nous avons l'obligation de manifester notre sensibilité à la douleur des autres. Et nous avons également l'obligation de leur apporter de quoi résoudre, ne serait que d'une manière ou d'une autre leurs problèmes. Oui, mais vous savez que plus rien n'est innocent quand on rentre en politique. Donc, quand vous êtes en politique et que vous faites des dons, c'est peut-être abus politique, abus intéressé. Ce n'est pas le désintéressement dont vous parlez, là. Est-ce que vous avez pensé un peu à ça? Non, je dirais qu'il n'y a rien de politique en cela. C'est social. Parce que, mais quand vous donnez aux gens et que demain vous venez solliciter leur suffrage, c'est comme si vous les avez corrompus. Et je vous dirai tout de suite non, parce que je leur donne ou pas, demain je me pencherai toujours vers eux. Pour demander leur suffrage? Pour demander leur suffrage, parce que là je leur apporterai. Parce que là je leur apporterai ma vision, mes convictions. Et s'ils jugent bon de m'accompagner, de me porter, parce qu'ils espèrent voir concrétiser ces visions-là, ils donnent leur vote, ils m'accordent leur vote, c'est tout. Jusqu'où êtes-vous prête à donner de votre personne? Je dirais très loin. C'est-à-dire? Aussi loin que possible. Parce que tant que nous n'avons pas satisfaction de ce que nous réclamons aujourd'hui, je ne me retirerai pas. Je ne ferai pas un demi-tour tant qu'on n'arriverait pas à une justice sociale, tant que les dirigeants ne penseront pas eux-mêmes. Pour engager les réformes en ayant à l'idée que si l'on réforme, c'est bien évidemment, bien sûr, que pour impacter le Béninois plus individuellement, tant que cette humanité-là ne parlera pas en les dirigeants que nous avons aujourd'hui, je ne rebourserai pas chez nous. Nous sommes au terme des 52 minutes d'entretien. Nadine Okumassou, le temps passe très vite. Avec vous, nous avons abordé un certain nombre de questions. Maintenant, vous pouvez regarder droit
dans votre caméra pour votre mot de la fin. Les téléspectateurs qui vous suivent, les auditeurs qui vous écoutent ont envie de vous entendre. Alors là, je dirais à la jeunesse pour leur dire qu'il est temps, c'est le moment pour nous plus que jamais, de nous engager socialement, de nous engager politiquement. Parce que si nous ne nous engageons pas, ils vont toujours décider à notre place. Si nous ne nous engageons pas, on aura à la tête de ce pays, dans les jours à venir, dans les années à venir, des gens qui ne partagent pas une gouvernance qui va impacter directement la population, mais on aura des dirigeants, des imposteurs, des menteurs, comme des gens, le cas qu'on a connu récemment, je ne dirai pas de nom, où l'on dit qu'en République du Bénin, la Constitution donne trop de pouvoir aux dirigeants, et que moi je viens pour corriger tout ça. Et qu'au lieu de cela, on vient installer son hégémonie, on vient s'augmenter de pouvoir. On a aujourd'hui un régime, un gouvernement, on a les institutions. Au-delà de ça, on n'a même plus une opposition. On n'a pas une assemblée nationale qui peut aujourd'hui nous ramener à l'ordre en faisant des dénonciations, en faisant des propositions. Je dirais que c'est le moment pour nous de nous organiser, de bien nous structurer, de nous unir en tant que jeunes et soyons des porteurs de valeurs. Soyons des porteurs de valeurs. Et Barack Obama dira qu'il n'y a rien de mal à gagner à se faire de l'argent, mais orienter son seul but dans ce sens de manque d'ambition. Ce sera un manque d'ambition pour nous de laisser la vie politique, la vie active à ces gens-là qui ne portent pas nos valeurs, qui ne pensent pas à la jeunesse, qui ne pensent pas à notre épanouissement, qui ne pensent pas à notre emploi. Que nous ayons de l'emploi aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Alors pour changer tout cela, il faut que nous osons nous affirmer. Il faut que nous osons défendre les valeurs que nous considérons justes et bien pour la population. Je dirais à nos moments de ne point se décourager, parce que l'avenir promet, parce que l'alternance sera assurée et la volonté du peuple sera faite. Ne vous découragez pas. Il faille que les exilés retrouvent leur maison, il faille que les exilés rentrent à la maison chez eux, il faille que les détenus politiques recouvrent leur liberté pour la paix de ce pays. Voilà, je vous ai laissé parler, je n'ai pas voulu vous couper. Je vous regardais parler parce que je sais que de toutes les façons, c'est votre mot de la fin. Vous allez donc déjà dans un exercice politique, certainement que bientôt, vous aurez l'occasion de vous exprimer en face d'une foule. C'est peut-être un petit exercice que vous venez de faire là devant cette caméra. Merci Nadine Okumasu pour avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Comme je dis souvent, ce plateau est les vôtres. Dès que vous avez envie d'opiner, il suffit juste de l'exprimer et nous serons là pour vous donner cette opportunité. Chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'était notre entretien du dimanche avec Nadine Okumasu. Avec elle, nous avons abordé sa vie carcérale. Nous avons également abordé des questions d'actualité. Elle a fini par un message d'espoir à l'endroit du public et surtout de la jeunesse béninoise. On retiendra que des valeurs sont à défendre, l'espoir est à avoir et surtout la persévérance dans tout ce que nous faisons dans cette vie. L'équipe de production et de réalisation de l'entretien du dimanche vous remercie pour votre fidélité et votre attention. Dimanche prochain, je vous retrouverai certainement pour un autre numéro. Quel invité, je ne sais pas encore, mais nous ferons l'essentiel pour que vous restiez fidèles à ce programme. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain.